Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite et fin du chapitre numéro 4 de thermodynamique sur l'étude des machines thermiques, et suite et fin de la thermodynamique tout court. Donc ici, l'objectif de cette partie, ça va être d'étudier des systèmes thermiques différents des moteurs, des machines thermiques qui mettent en jeu des écoulements. Alors, ici on peut penser par exemple à des réfrigérateurs ou des pompes à chaleur. Dans ce type de dispositif, vous allez avoir un fluide frigorigène qui passe dans des canalisations, et ce fluide frigorigène va subir diverses transformations associées à des changements d'état qui vont permettre de capter de l'énergie sur une source thermique, en général la source froide, pour en céder au niveau de la source chaude. C'est-à-dire qu'on va consommer du travail pour forcer un échange thermique à se faire dans le mauvais sens. Donc ici, dans ce type de machine, on sait qu'on va avoir des organes qui vont agir sur un fluide qui est en train de s'écouler. Donc si on veut pouvoir étudier proprement ce type de machine, eh bien il va falloir se doter d'une formulation du premier principe qui simplement traduit de manière très pratique l'influence d'un organe de machine sur un fluide en écoulement. Donc ce premier principe, c'est ce qu'on appelle le premier principe industriel, qui est formulé en régime stationnaire. Donc régime stationnaire, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier qu'en un point donné du circuit d'écoulement du fluide, l'état du fluide sera toujours le même. Et donc on va retrouver évidemment le même débit à tout instant. Et donc à ce moment-là, le bilan énergétique se place sous une forme assez simple. Donc delta petit h massique plus delta EC massique plus delta EPP massique vaut Q, le transfert thermique massique, plus WU, le travail utile, autre que celui des forces de pression et du poids. Et dans le cas où les variations d'énergie macroscopiques, cinétiques et potentielles de pesanteur sont négligeables, eh bien on trouve delta H qui vaut Q plus WU. Alors ici, il faut faire attention à une chose, c'est que le travail utile, c'est le travail autre que celui du poids et des forces de pression. C'est-à-dire que là, c'est encore une définition un petit peu plus restreinte du travail utile que ce qu'on avait vu précédemment dans la formulation du premier principe isobar pour un système fermé. Donc ici, l'intérêt de ce premier principe sous cette formulation, c'est qu'on peut maintenant, par exemple, envisager ce qui va se passer si on envoie un fluide sur une partie de machine. Donc on imagine le fluide qui s'écoule, qui à un moment donné rencontre un obstacle, et cet obstacle est éventuellement susceptible de modifier la masse volumique, la pression, etc. Donc là au milieu on a un obstacle. Donc évidemment l'obstacle dépend foncièrement du système qu'on est en train d'étudier. Donc ici dans un réfrigérateur, les obstacles qu'on va pouvoir croiser, c'est par exemple des évaporateurs, des condenseurs, ce genre d'objets. Donc des objets qui vont créer finalement des changements d'état et forcer des échanges énergétiques. Ou alors un compresseur qui va à un moment comprimer le fluide. Alors, ici donc, on sait maintenant que si on veut traduire l'influence de cet obstacle, eh bien, il va falloir chercher la variation d'enthalpie entre l'amont et l'aval de l'obstacle. Donc on va se proposer ici d'établir le premier principe industriel, qui sera ensuite utilisé à chaque fois que vous aurez des réfrigérateurs, des pompes à chaleur, etc. à étudier. Alors, première chose à faire, c'est de définir proprement le système qui va nous intéresser. Alors ici, le système qui va nous intéresser, ça va être un petit peu subtil. Donc on va avoir du fluide qui rentre dans un obstacle. Donc l'obstacle, je le représente ici d'une certaine manière, comme si son allure était celle d'une hélice, c'est absolument pas obligatoire. Et il ressort d'un autre côté. Alors, ce qu'on sait, c'est que si on est en régime permanent,
tout le fluide contenu dans ce volume va rester à l'identique au cours du temps. C'est-à-dire que le fluide sera renouvelé, mais l'état du fluide qui est contenu ici sera stable. Alors, par contre, ce qui va changer, c'est que le volume de fluide qui était initialement en amont va rentrer dans l'organe de la machine et repousser un volume de fluide qui va se retrouver en aval. Donc là, finalement, l'objectif, ça va être de caractériser ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Donc, l'amont peut être caractérisé par une altitude Z1, une énergie interne massique petit u1, une pression P1, une température T1, une masse volumique que je vais noter mu1, une vitesse d'écoulement V1. Donc là, j'ai les caractéristiques du fluide en amont. En aval, je vais récupérer un petit peu plus tard, le temps que le fluide s'écoule, du fluide à l'altitude Z2, à l'énergie interne U2, énergie interne massique, à la pression P2, la température T2, de masse volumique mu2, animée par la vitesse d'écoulement V2. Et donc l'idée ici, ça va être de trouver un moyen de relier les caractéristiques du fluide en amont aux caractéristiques du fluide en aval. Alors, pour cela, je vais jongler entre deux sous-systèmes, enfin entre deux systèmes. Le système que je vais considérer, eh bien, ça va être un système au départ ouvert. Et ce système ouvert, ce sera le système contenu dans la zone que j'ai assurée en rouge ici, que je vais appeler sigma. Ouvert, contenu dans sigma. Alors sigma, en fait, va être délimité par ici l'entrée de la pièce de machine qui m'intéresse, ici la sortie de la pièce de machine qui m'intéresse. Et donc, ici, ce système ouvert sera délimité par ce que je vais appeler un volume de contrôle. VC. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer dans ce système ouvert? Eh bien, sur la transformation que je vais étudier, je vais laisser le temps dt, alors c'est une petite durée, pour que le fluide en amont soit entièrement entré et le fluide en aval soit entièrement sorti.
Donc là, au fait, ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais pouvoir associer directement à l'amont une masse, alors une masse infinitésimale, donc petit delta M1, qui sera la masse qui va rentrer dans le système pendant la durée dt, et petit delta M2, ce sera la masse qui sera sortie du système ouvert que j'ai considéré pendant la durée dt. Donc à ce moment-là, je sais que la masse du système, c'est une masse variable, de telle sorte que m de t plus dt vaudra la masse du système à la date t, plus delta M1 qui est rentré dans le système, moins delta M2 qui est sorti du système. Et donc, ce que je peux dire, c'est que si l'écoulement est stationnaire, autrement dit que j'ai des caractéristiques d'écoulement indépendantes du temps, eh bien je vais écrire que m de t plus dt vaut m de t, ce qui va me donner, à ce moment-là, delta M1 vaut delta M2. Petit delta M2. Donc là, l'hypothèse de l'écoulement stationnaire m'impose l'égalité des masses entrantes et sortantes, chose qui n'était pas évidente au départ. Et donc ici, on peut dire que l'écoulement stationnaire impose une conservation du débit massique. Donc si j'ai 1 kg de fluide qui rentre par seconde dans l'organe de machine, j'ai également 1 kg de fluide qui en sort. Et donc le débit massique, petit delta M sur dt, avec petit delta M qui vaut delta M1 ou delta M2, eh bien, sera une grandeur conservée au cours du temps. À condition évidemment que l'écoulement soit stationnaire, c'est ça l'hypothèse importante ici. Alors, là donc, j'ai vu maintenant que sous l'hypothèse d'un écoulement stationnaire, eh bien, l'état du système contenu dans VC, donc du système sigma, ne varie pas. Alors ici, ça veut dire que en chaque point, je vais trouver à tout instant la même pression, la même température, la même vitesse d'écoulement. Donc si le réfrigérateur est allumé depuis suffisamment longtemps, c'est une hypothèse qui n'est pas trop dure à accepter. Alors maintenant, je vais jongler avec un deuxième système. En effet, il va falloir essayer maintenant de voir quelle est la variation d'enthalpie entre ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Donc au cours de la durée dt. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de travailler sur le système ouvert contenu dans le volume de contrôle, eh bien je vais travailler sur un système fermé. Et ce système fermé, si j'appelle 1 la limite ici, 2 la limite extrême ici, eh bien le système que je vais considérer, c'est un système fermé, initialement contenu entre le point 1, donc le point 1, qu'est-ce que c'est? C'est le point extrême associé au fluide qui va rentrer dans la machine pendant dt. Initialement contenu entre 1 et ce qu'on va appeler la sortie, finalement contenu entre l'entrée
et 2. Alors, ici, si on refait le schéma précédent, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le système que je considère maintenant, c'est le système qui se trouvait au départ ici, à la date t. Alors, à t, ce système se trouve, on va essayer de respecter le code couleur, ici. Entre le point 1 en amont et ici la sortie. Et à t plus dt, on va retrouver ce système entre l'entrée et le point 2. Hop, je change le sens des hachures pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai considéré un bloc de fluide qui s'est déplacé dans la machine dans le sens de l'écoulement. Et j'ai suivi l'évolution de ce bloc de fluide. Alors, donc là, je suis à la date t, puis à la date t plus dt. Hop, on va souligner pour bien voir ce qui se passe. Alors là, en gros, je vais maintenant travailler sur un système fermé. Alors je sais que ça a un intérêt de le faire, parce que je sais que la masse entrante ici vaut la masse sortante ici. Alors, si j'applique le premier principe de la thermodynamique à ce système fermé, bah je vais dire que du plus dEc vaut W plus Q, petit delta W plus petit delta Q. Ok. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que par extensivité, U du système que j'ai considéré à la date t, ce sera U de sigma. Donc sigma, on rappelle que c'était le système coincé entre l'entrée et la sortie. Ce sera U de sigma à la date t plus U1 à la date t. Donc U avant l'entrée. EC de T, en suivant la même logique, ce sera l'énergie cinétique de sigma à la date T plus l'énergie cinétique du sous-système 1 à la date T. Je peux faire de même pour la sortie, dire que U de T plus dt vaudra U de sigma à T plus dt plus U2 de T, l'énergie interne du volume 2 qui est sorti, et que l'énergie cinétique T plus dt vaut l'énergie cinétique du système sigma à T plus dt plus U2 de T plus dt ici, plus EC de T plus dt. Évidemment, je me place toujours à la même date. Alors, ici, donc, je vais avoir U2 et EC du système 2 à T plus dt, donc qui vont être les caractéristiques du volume qui est sorti du volume de contrôle, finalement. Et puis, je vais avoir ici l'énergie interne et l'énergie cinétique caractéristiques du système contenu dans le volume de contrôle. Alors, je sais une chose. Je sais que si je suis en régime permanent, l'état du système entre l'entrée et la sortie n'évolue pas. Donc l'état du système entre ces deux points n'évolue pas. Donc je vais pouvoir dire que U de sigma à la date t vaut U de sigma à la date t plus dt. Et je vais pouvoir dire aussi que EC de sigma
à la date t vaut EC de sigma à la date t plus dt. C'est-à-dire qu'ici, tous les points du fluide sont animés de la même vitesse, que ce soit la date t ou la date t plus dt dans le volume de contrôle. Et tous les points, l'énergie interne globale du système sera la même aux deux instants. Donc, l'hypothèse du régime permanent, ici, va nous amener à l'idée que U de t plus dt moins U de t vaut simplement U2 de t plus dt moins U1 de t. Et pour l'énergie cinétique, même chose. EC de t plus dt moins EC de t vaudra EC2 de t plus dt moins EC1 de t. Si on est en régime permanent, on peut se débarrasser de la dépendance temporelle parce qu'on sait que, quel que soit l'instant, l'énergie interne de ce sous-système-là, tant qu'il garde la même taille, sera stable. Même chose pour l'énergie cinétique. Donc ici, je vais finir par dire finalement que DU plus DEC, ça vaut U2 moins U1 plus EC2 moins EC1. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai quand même des différences entre guillemets finies? Parce que le passage de l'état 1 à l'état 2 se fait pendant la durée dt. Donc là, c'est comme si j'avais quand même des infiniment petits d'ordre 1 ici, si vous voulez. Donc ça, vous aurez l'occasion en deuxième année de voir une démonstration un petit peu plus précise qui prend en compte le fait que vous avez des infiniment petits à différents ordres à manipuler dans cette démonstration. Bon, on fait une démonstration de principe qui va vous permettre déjà d'appréhender la physique qui est derrière. Alors, ici, on va rajouter une page. Voilà. Une fois qu'on a obtenu cette égalité, DU plus DEC vaut U2 moins U1 plus EC2 moins EC1. Mais en fait, on voit que finalement, la variation d'énergie interne et la variation d'énergie cinétique du système global qui est là, qui était initialement entre 1 et la sortie et qui se retrouve entre l'entrée et 2, eh bien, c'est lié uniquement à l'énergie interne et l'énergie cinétique des deux extrémités qui dépassent, des deux sous-systèmes, le sous-système qui s'apprête à rentrer dans l'organe de la machine qui nous intéresse, et le sous-système qui est sorti de la machine au cours de la durée dt qui nous intéresse. Donc ensuite, eh bien, ce qui va suffire de faire maintenant, c'est d'estimer les forces, les forces, et donc les travaux échangés, et estimer le transfert thermique échangé. Donc là, je vais maintenant m'atteler à la détermination des termes d'échange. W et Q. Alors, pour ce qui est du travail des forces de pression, je sais que Vc est fixe, le volume de contrôle du système sigma. Donc finalement, le travail reçu par sigma, lié aux forces de pression, vaut 0. Alors, il va me rester donc à trouver W1 et W2. W1, je sais que c'est moins l'intégrale du volume V1 en amont à la date t au volume V1 en amont à la date t plus dt qui vaut 0, fois la pression extérieure fois d de V. Le travail 2, c'est l'intégrale de 0 à V2 de moins P2 d de V. Bon, on peut dire d de V2 ici, d de V1 ici. Donc finalement, le travail des forces de pression, ça c'était un calcul qu'on avait déjà mené un petit peu plus tôt, au global, il valait P1 V1 moins P2 V2.
Alors ici, si on considère que les volumes sont des infiniment petits, en fait, là, ce sera encore un travail élémentaire. Vous voyez pourquoi? Parce que finalement, on a associé au volume V1 et V2 la masse de fluide petit delta M. Donc ici, je me sers d'un calcul intégral, mais qui me permet d'obtenir un infiniment petit d'ordre 1, alors qu'ici, j'ai, si on veut, un infiniment petit d'ordre 2. Bon. Donc là, j'ai obtenu le travail des forces de pression pendant la durée d'été. Pour ce qui est du travail du poids, je sais que l'altitude entre l'amont et l'aval, ce sera eh bien simplement, enfin la différence d'altitude, ce sera Z1 en amont, Z2 en aval. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Le travail du poids, ce sera le travail qui a permis d'amener la masse delta M de l'altitude Z1 à l'altitude Z2. Donc ce sera delta M fois G fois Z1 moins Z2. Comme j'ai un petit delta M ici, je sais que c'est un travail infinitésimal lié à la petite durée d'été. Donc là, j'ai une différence d'altitude finie, mais sur une masse infinitésimale pendant une durée infinitésimale. Donc ça reste un travail infinitésimal aussi. Donc là, j'ai simplement calculé le travail du poids qui permettait d'amener la masse delta M de Z1 à Z2. Là encore, même chose, hein. On peut se dire que l'énergie potentielle de pesanteur du sous-système contenu dans le volume de contrôle, donc situé au contact de l'organe de la machine, ne bouge pas. Et il va me rester le travail utile, autre que celui du poids et des forces de pression. Et donc là, je vais avoir petit delta W utile, qui va valoir petit delta M fois WU, petit WU massique. Donc simplement, je dis que le travail élémentaire utile, c'est le produit de la masse élémentaire fois le travail utile massique reçu. Pour ce qui est du transfert thermique, ou de la chaleur reçue, même chose, je vais avoir petit delta Q qui vaudra petit delta M fois petit q. Ok, donc maintenant j'ai obtenu ici toutes les valeurs qui pouvaient m'intéresser. Donc je vais pouvoir reprendre l'énoncé du premier principe, en sachant donc que ici, du plus DEC vaudra U2 moins U1 plus EC2 moins EC1, et donc que ceci vaudra la somme de tous les termes que j'ai établis à ce niveau-là. Alors, donc on a dit du plus DEC vaut petit delta M fois U2 massique moins U1 massique, plus petit delta M EC2 massique moins EC1 massique, qui vaut P1 fois le volume V1. Donc P1 fois delta M fois le volume massique V1. Moins P2 delta M fois le volume massique V2. Plus delta M fois G fois Z1 moins Z2 plus WU plus Q. Je passe maintenant, donc là je suis revenu au premier principe, je passe maintenant ce terme de l'autre côté, je simplifie tout par petit delta M, et je passe ce terme de l'autre côté. Et donc, je vais obtenir, alors attention, ça c'est les volumes massiques,
Et donc, à ce moment-là, j'obtiens que U2 plus pression 2 fois volume massique 2 moins U1 moins pression 1 fois volume massique 1 plus EC2 moins EC1 plus GZ2 moins GZ1 égale petit WU plus petit Q. Donc ici, qu'est-ce que j'ai démontré? Eh bien, j'ai démontré que delta de U plus PV plus delta EC plus delta EP vaut petit WU plus Q. Et U plus PV, on l'identifie à l'enthalpie massique. Donc là, j'ai montré le premier principe industriel. Alors, quel est l'intérêt de ce premier principe, vous allez me dire? Eh bien, l'intérêt, c'est que quand on a un fluide en écoulement, vous voyez qu'on a parfois des difficultés à définir proprement le système. Eh bien, ici, ça nous donne un premier principe applicable directement pour étudier les machines qui mettent en jeu un écoulement donné. Alors souvent, les variations d'énergie potentielle et les variations d'énergie cinétique seront négligées en première approche si on étudie des pompes à chaleur ou des réfrigérateurs. En effet, les vitesses d'écoulement ne sont pas très élevées. Si on utilise le même premier principe pour étudier un réacteur d'avion, il sera beaucoup plus compliqué là de négliger les variations d'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien que l'objectif derrière, ça va être d'étudier des réfrigérateurs, des pompes à chaleur, ce genre de choses. Alors, dans ces machines, on va avoir différents organes qui vont se présenter. Souvent, on va avoir un compresseur. Donc le compresseur, quel va être son objectif? Ça va être de comprimer le fluide. Donc si on comprime un fluide, on va souvent le réaliser de manière adiabatique. Donc le fluide va recevoir le travail massique de compression Wcomp et ne reçoit aucune chaleur. Donc à ce moment-là, on va pouvoir dire que dans un compresseur, la variation d'enthalpie massique vaut le travail de compression, qui va être supérieur à 0. C'est-à-dire qu'ici, le fluide va recevoir l'énergie depuis l'extérieur qui va permettre de forcer l'échange thermique dans, entre guillemets, le mauvais sens derrière. Dans ce type de machine, on va, à la suite du compresseur, observer, donc le compresseur, vous avez compris l'idée, on fournit un travail, donc on a des parties mobiles ici, qui vont céder un travail mécanique au fluide. Donc on va comprimer le fluide. Alors, cette compression, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre par la suite au fluide de passer dans un condenseur. Alors, compresseur plus condenseur. Condenseur, l'idée ici, c'est que on n'aura plus de pièces mobiles. Le fluide suffisamment compressé va recevoir le transfert thermique depuis la source chaude QCH. Alors, ce transfert thermique, donc, il sera directement associé à la variation d'enthalpie massique du fluide dans le condenseur.
Alors, de quel signe sera ce transfert thermique? Eh bien, on sait ici que dans le condenseur, on a un passage de l'état gazeux, donc un gaz très comprimé, à un état liquide. Le passage de l'état de gaz à l'état liquide est associé à la formation de liaisons microscopiques. Si on forme des liaisons microscopiques, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le procédé inverse de la destruction. On sait que le procédé de destruction des liaisons microscopiques consomme de l'énergie depuis l'extérieur, donc est un processus endothermique. Donc ici, la formation de liaisons microscopiques, c'est un processus qui va dégager de l'énergie vers l'extérieur et qui va donc être exothermique. Et donc, si on a une transformation gaz-liquide qui est exothermique, ça veut dire que le transfert thermique depuis la source chaude sera un transfert thermique négatif. Donc là, que fait le fluide? Il passe de l'état de gaz à l'état de liquide, il crée des liaisons microscopiques en son sein, ce qui lui permet d'évacuer un excédent d'énergie qu'il aura emmagasiné au contact de la source froide. Alors, dans la foulée du condenseur, si on suit l'historique du fluide, donc le fluide est comprimé grâce à un travail mécanique. Ensuite, il est laissé au contact de la source chaude avec une certaine capacité d'emmagasiner de l'énergie associée à un changement d'état. Donc, une certaine capacité à relâcher de l'énergie. Donc, une fois que le fluide a traversé le condenseur, il s'est débarrassé de son excédent d'énergie, mais il est maintenant dans un état liquide, et donc ici il est dans un état, on peut dire, relativement comprimé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire passer dans un détendeur. Le détendeur, ça va être finalement juste un organe où on va laisser plus de place au fluide pour, entre guillemets, s'exprimer, c'est-à-dire qu'on va le forcer à se préparer à un passage sous forme gazeuse. Donc le passage dans le détendeur, ça va être un échange, enfin un passage où il n'y aura pas d'échange. Ici, il n'y a pas de pièce mobile. Et c'est un organe de machine qui est adiabatique. Donc souvent, dans le détendeur, vous allez observer une transformation isenthalpique. Ici, l'idée, c'est simplement de laisser plus de place au liquide pour qu'il se prépare, entre guillemets, à l'étape suivante. Et l'étape suivante, après le détendeur, eh bien, c'est l'évaporateur. Alors, dans l'évaporateur, on n'aura pas de pièce mobile. Donc, on sait déjà que le travail sera nul. Par contre, on va avoir le fluide qui reçoit le transfert thermique QFR. Alors ici, ça veut dire que dans l'évaporateur, de manière massique, la variation d'enthalpie massique vaudra le transfert thermique avec la source froide. Alors là, je sais qu'au niveau du changement d'état, je vais avoir un changement d'état liquide-gaz. Et là, si avant j'avais formation de liaisons microscopiques, ce qui me donnait un processus exothermique, c'est-à-dire qui libère de l'énergie vers l'extérieur du système, ici je vais avoir de la destruction de liaisons microscopiques, et cette destruction de liaisons microscopiques est associée à un processus endothermique. Donc ici, je vais avoir un transfert thermique depuis la source froide qui va être positif. Donc si je résume le fonctionnement global d'une machine réfrigérante, que ce soit une pompe à chaleur ou un réfrigérateur, eh bien, je fais passer le fluide dans un compresseur.
le fluide reçoit le travail W de compression, ne reçoit aucune chaleur, et donc dans le compresseur, c'est finalement là où le fluide va recevoir le travail nécessaire au fonctionnement de la machine. Je fais ensuite passer le fluide dans un condenseur. Donc là, le fluide a été comprimé. Donc le gaz, pour l'instant, a été comprimé. Et va passer sous forme liquide. Le passage sous forme liquide, depuis l'état gazeux, s'accompagne d'une expulsion d'énergie vers l'extérieur. Une fois l'énergie expulsée, je fais passer le liquide dans un détendeur, donc ou le mélange à l'équilibre liquide-gaz dans un détendeur. Donc là, je n'échange ni travail ni chaleur. Je fais en sorte que cette partie-là soit isolée, si on veut, de l'extérieur. Donc je suis une isenthalpique qui va amener le système dans une configuration où du gaz va pouvoir s'évaporer. Et donc si je crée une vaporisation, je crée une capacité pour le système d'absorber de l'énergie. Et donc derrière, je crée la capacité pour le système de transférer de l'énergie thermique dans le mauvais sens. Pourquoi ? Parce que ici, je vois que je suis en train de céder de l'énergie à la source chaude. Et ici, que je suis en train de capter de l'énergie au niveau de la source froide. Alors, derrière, il faudra faire attention évidemment à une chose, c'est que les efficacités vont avoir des définitions fluctuantes en fonction du système que j'étudie. Alors ça, bon, on peut l'expliquer rapidement. Au niveau des efficacités, on sait que pour un réfrigérateur, l'efficacité, ce sera le transfert thermique avec la source froide sur le travail au niveau du compresseur. Les deux grandeurs ici sont positives, donc l'efficacité sera bien définie comme étant positive. Ce qui me fait que je vais avoir la variation d'enthalpie au niveau de l'évaporateur sur le travail de compression, donc la variation d'enthalpie au niveau du compresseur. Donc là, j'aurai l'efficacité pour un réfrigérateur. Pour une pompe à chaleur, je vais avoir l'efficacité qui vaudra moins le transfert thermique vers la source chaude. Alors ça, c'est pour les pompes à chaleur en hiver. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais transférer à l'habitation sur le travail du compresseur. Et donc à ce moment-là, vous voyez que finalement ce sera moins ΔH du condensateur sur ΔH du compresseur qui va m'intéresser. Donc en fonction du contexte, les efficacités vont changer et il faudra que je m'adapte au contexte pour les calculer de manière propre. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a basculé sur des énergies massiques et pourquoi on s'est intéressé à ce premier principe industriel ? Eh bien parce qu'il existe, comme souvent en thermodynamique, des diagrammes qui vont nous permettre de travailler très simplement et de mesurer graphiquement tous les transferts énergétiques entre le système et l'extérieur. Ces diagrammes, ce sera les diagrammes des frigoristes. Alors, ici on va traiter un exercice. Et au cours du traitement de l'exercice, on va étudier le diagramme des frigoristes ou le diagramme de Mollier, qui sera un diagramme qu'on va croiser très très souvent lorsqu'on va traiter des exercices. Alors, ici donc, on va se proposer de faire un exercice type d'étude d'un réfrigérateur, qui va permettre de refroidir la source froide, l'intérieur du réfrigérateur, en fournissant
un travail moteur, un fluide caloporteur, par l'intermédiaire d'un compresseur. Donc ici, l'idée, c'est qu'on fait fonctionner le compresseur avec le courant électrique. On fournit un travail à la machine, donc un travail au fluide, et ce travail fourni au fluide nous permet, de faire fonctionner le système et donc de créer un transfert thermique à contre-courant. Alors, on décrit plusieurs phases. Dans un réfrigérateur dit à ammoniac, le fluide caloporteur, donc comme son nom l'indique, sera l'ammoniac. Et donc, on va passer par plusieurs phases. Une phase qui permet d'aller de A à B, dans le compresseur. Donc, vous voyez, on attaque par le compresseur l'organe que j'ai décrit tout à l'heure. Et donc, ici, je vais partir d'un état appelé de vapeur sèche, pour arriver sous une haute pression, à la pression PB qui vaut 10 bars et température TB 348 Kelvin. Donc là, j'ai la phase AB ici. Ensuite, j'attaque la phase qui permet d'aller de B à C. Ici, j'ai un contact avec l'extérieur du réfrigérateur qui se fait via un condenseur. Donc on a vu précédemment que le condenseur était là pour céder de l'énergie à la source chaude, donc l'extérieur, grâce à un changement d'état. Et le changement d'état est un changement d'état exothermique, c'est-à-dire un passage du gaz, ici par exemple, au liquide. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on a une liquéfaction pour atteindre un état liquide juste saturant, à la pression PC qui vaut 10 bars et température TC 298 Kelvin. Ensuite, on attaque la phase CD. La phase CD se fait via un détendeur qui permet d'accéder à l'état à 2,9 bars et 263 Kelvin. Donc ici, on a une température inférieure à la température intérieure pour bien permettre au fluide de capter de l'énergie thermique depuis l'intérieur du réfrigérateur. Et donc là, on a une détente isenthalpique dans le détendeur du système. Et on arrive dans un état où il y a coexistence du liquide et de vapeur. Puis pour finir, eh bien, on va avoir un évaporateur qui va nous amener sur la phase DA. Et donc là, on reçoit un transfert thermique positif depuis l'intérieur du réfrigérateur et on capte donc de l'énergie, ce qui crée une vaporisation. Donc si on décrit le cycle de manière complète, on commence par une compression adiabatique, donc c'est-à-dire qu'on reçoit uniquement du travail. Donc le fluide reçoit une compression adiabatique. On atteint un état de haute pression. Ensuite, on met ce fluide comprimé au contact de la source chaude. À ce moment-là, on va avoir une liquéfaction qui a lieu. Et donc on atteint un état de liquide juste saturant. Ensuite, on laisse cet état liquide juste saturant évoluer dans un détendeur isenthalpique, ce qui amène à un point de coexistence du liquide et de la vapeur. Puis au contact de la source froide, on absorbe de l'énergie. Alors maintenant, il va falloir tracer le cycle sur le diagramme dit des frigoristes. Alors ce diagramme est assez touffu, assez dense, donc on va prendre le temps de bien expliquer ce que représente chaque axe. Alors, ici vous voyez que vous avez en ordonnée la pression en barre. Donc, toutes les lignes horizontales ici sont des isobars. Donc sur un diagramme des frigoristes ou de Mollier, les horizontales sont des isobars. Ok, donc là j'ai la pression qui est représentée, et ici je vois que j'ai l'enthalpie. Donc les droites verticales
sont des isenthalpiques. Donc, ou isenthalpes, parfois. Alors, ensuite, vous avez ici une courbe en cloche. Alors là, qu'est-ce qu'on va reconnaître? Eh bien, on va reconnaître ici la courbe de saturation. Alors la courbe de saturation, eh bien, c'est la courbe de séparation de l'état liquide plus gaz, de l'état liquide sur la gauche, de l'état de gaz sur la droite. Donc ici, on a la courbe de saturation. Au sommet de cette courbe de saturation, ici, on va avoir le point critique. La partie gauche de la courbe, ici, c'est la partie liée à l'apparition de la première bulle de gaz. Ok. Donc ici, apparition de la première bulle de gaz, c'est la courbe d'ébullition. Sur la partie droite, on aura apparition, alors ça veut dire qu'à droite on a l'état gazeux, et donc on aura apparition de la première goutte de liquide. Donc on va appeler ça liquéfaction ou rosée. Ok, donc là la courbe de saturation en cloche regroupe deux sous-courbes, si on veut, qui se croisent au point critique ici. Alors on a plein d'autres informations données sur ce type de diagramme. Alors si on regarde attentivement, on voit ici en bleu S. Alors S, qu'est-ce que c'est? S, c'est l'entropie massique. Et donc ici, eh bien, toutes les courbes représentées en bleu sont les isentropiques. Alors, on a ensuite X qui vaut 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, etc. Eh bien, ici, on va avoir ce qu'on appelle les isotitres. C'est-à-dire que si vous déplacez le long de la courbe associée à x égale 0,10, eh bien ici vous déplacez le long de la courbe où vous avez 10% de gaz et 90% de liquide. Et donc x, eh bien ce sera simplement le titre en vapeur. Plus on se déplace vers la droite, plus on aura de vapeur dans le système. On a petit v. Petit v qui apparaît en vert ici, avec rupture de pente au niveau de la courbe de saturation. Et on voit que petit v augmente avec le décalage vers la droite. Donc ici, petit v, ce sera les courbes associées aux isovolumes. Et donc ici, on va représenter petit v qui est le volume massique du système. Alors si on lit attentivement ici, en haut, on voit que c'est en mètres cubes par kilogramme.
Alors, de même, si on lit attentivement en bas, on voit que l'enthalpie est en kilojoules par kilogramme. On voit que, alors, S, alors là, c'est pas évident à lire, hein, kilojoules par kilogramme par Kelvin. Donc kilojoules, kilogramme, moins 1, Kelvin, moins 1. X, les titres en vapeur sans dimension. La pression, bah, elle est indiquée en bar ici, donc on sait que ici, P sera en bar sur le diagramme. Et puis il nous reste une dernière information. Alors là, vous voyez les courbes en rouge ici, qui plongent un petit peu bizarrement. Qui ici, bah, par exemple, on va prendre le palier à 10 ici. Vous voyez, vous avez un palier, 10 ici, 10 ici. 0 ici, 0 ici. Moins 10 ici, moins 10 ici, etc. Des paliers qui se font face et qui ont l'air de correspondre sous la courbe en cloche aux isobars. Et qui là ont l'air de remonter complètement à la verticale. Eh bien, ces courbes-là qui ne sont pas complètement représentées à part dans la zone du gaz, eh bien, ce sera les isothermes. Et si on lit attentivement la température, on voit ici T in degrés Celsius. Donc ici, ça veut dire que la température sera indiquée en degrés Celsius dans la température sera indiquée en degrés Celsius sur le diagramme qui est là. Maintenant qu'on dispose de toutes ces informations, on va pouvoir exploiter le diagramme des frigoristes ou de Mollier ou diagramme pH. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de bien analyser la courbe, enfin les courbes présentes? Parce qu'on aura besoin de toutes les informations pour placer les différents points. Alors le point A, on dit que l'ammoniac est initialement sous forme de vapeur sèche et subit une compression adiabatique l'amenant dans l'état B à la pression PB égale 10 bar et température TB égale 348 Kelvin. Et là on voit que ici, le premier état A est associé à 2,9 bar et 263 Kelvin. Donc on va essayer de placer un point dans le domaine de la vapeur, donc un point sur la droite, à 263 Kelvin, donc moins 10 degrés Celsius, et on a dit également à la pression de 2,9 bar. Et bien ici, on n'a pas trop le choix non plus. Je vais changer de couleur parce que là, c'est vraiment pas terrible. Le point A, au fait, va se situer exactement à l'intersection de l'isobar à 2,9, de l'isotherme à moins 10, dans le domaine de la vapeur. Donc on va trouver le point A ici. Donc, état de vapeur, 2,9 bar, moins 10 degrés Celsius. Ok. Maintenant, j'ai évolution du point A jusqu'au point B, qui me permet de passer, grâce à une compression adiabatique, à la pression PB égale 10 bar et TB égale 348 Kelvin. Alors, 10 bar, je vais aller chercher l'isobar horizontal de valeur 10 ici. Ensuite, si je vais chercher la température de 200, alors combien on a dit, de 348 Kelvin, eh bien, je vois que ça va m'amener à la température de 75 degrés Celsius. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je situe 80 degrés Celsius ici. Je situe 66 degrés Celsius ici. Donc je descends pile poil entre les deux courbes. Et ensuite, je cherche l'intersection de cet isotherme avec l'isobar à la pression 10 bar. Je situe comme cela le point B. Donc le point B, on voit que j'ai de la vapeur à 10 bar et à 75 degrés Celsius. Donc la transformation de A à B, je peux la positionner. Alors ici j'ai surligné en rouge, donc je vais rester en rouge. Hein. Et je vois apparaître que cette transformation suit quasiment une isentropique.
Donc ça, c'est une information utile peut-être pour la suite. Le fait que la transformation qui est ici donne une isentropique de A. Alors, maintenant, je vais me laisser porter par la suite de l'énoncé. La phase de B à C me dit qu'au contact de la source chaude, le fluide a une température plus élevée que la source chaude, donc cède un transfert thermique, ce qui lui permet de se liquéfier pour atteindre un état liquide juste saturant, à la pression PC égale 10 bar, et la température TC égale 298 Kelvin. Alors, ici donc, liquide juste saturant, à 10 bars, donc je sais que je vais rester sur l'isobar qui est ici, et 298 Kelvin. 298 Kelvin, je sais que je vais me situer pile poil au milieu entre 20 et 30 degrés Celsius, donc à 25 degrés Celsius. Donc le point C, ce sera un point de liquide saturant. Donc liquide saturant, ça signifie liquide sur la courbe de saturation, à 10 bars, ça bouge pas, et 25 degrés Celsius. Donc là, je peux représenter la transformation BC, qui va être une transformation, a priori, isobar. Ça, je viens de le voir ici. Bon, on va utiliser l'outil de traçage de traits, ce sera un peu plus propre. Hop, tac, on va mettre du violet, et on va tracer ici la transformation. Hop, donc là j'ai la transformation BC. Et la transformation BC, eh bien, je sais a priori que c'est une isobar. Donc j'enchaîne une isentropique, une isobar. Ensuite, j'ai une transformation qui va m'amener de C à D. Alors C à D, qu'est-ce qui va se passer? L'ammoniac sous forme liquide subit une détente isenthalpique jusqu'au point D, à TD qui vaut 263 Kelvin, et à la pression 2,9 bar. Donc ici, si je veux retrouver une isenthalpique, ce que je fais, eh bien je pars à la verticale du point C, et je retrouve la pression de 2,9 bar. Donc je m'arrête juste sous l'isobar à 3 bars. Donc ici, j'obtiens le point D, 2,9 bar. Je sais que je suis à 263 Kelvin, donc à 10 degrés Celsius. Et je sais aussi que je vais avoir coexistence du liquide et de la vapeur. Donc là, cette transformation, que je vais pouvoir représenter assez simplement ici, eh bien je sais qu'elle va être isenthalpique. Après cette étape isenthalpique, il va me rester une dernière étape à parcourir, l'étape qui va permettre de revenir du point D au point A. De D à A, on dit que l'ammoniac reçoit un transfert thermique positif, si bien qu'une partie de l'ammoniac est vaporisée lors du retour au point A. On voit que tout l'ammoniac n'est pas vaporisé, il reste encore du liquide. Et donc ici, bien, la transformation de D à A, eh bien, on voit que ça va être une transformation à la fois isotherme et isobar. Et donc associé à un changement d'état. Alors, elle est à la fois isotherme et isobar car je reste sous la courbe de saturation. Vous voyez que la courbe représentée en violet ici, en violet, n'est isotherme qu'à partir de ce point-là, jusqu'au bout du palier. Sur cette zone-là, on a une variation de température très brutale qui fait passer le système de 75 degrés Celsius ici à 25 degrés Celsius ici. Donc elle est isobar tout du long, et isotherme uniquement à partir de ce point jusqu'à l'extrémité du palier. Donc là, on a représenté le cycle sur le diagramme pH, qu'on appelle aussi diagramme de Mollier ou diagramme des frigoristes. Et donc maintenant, on va pouvoir exploiter les différentes données présentes
et notamment mesurer les enthalpies, et grâce aux mesures d'enthalpie, trouver l'efficacité. Alors, ici, eh bien, une fois qu'on a le diagramme, on va simplement chercher les données sur ce diagramme. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille? Là, on a fait le plus dur de l'exercice, maintenant il nous reste de la lecture graphique. Donc on sait que le système, donc ici c'est le fluide, qui est un système fermé. On sait que la transformation est cyclique, c'est-à-dire que périodiquement, le système revient dans le même état. Alors, on applique, donc, ici on peut faire un bilan des informations que l'on a obtenues. On sait que le point A est associé à de la vapeur sèche et qu'on va donc de moins 10 degrés Celsius, et on avait dit combien pour le point A, 2,9 bars, pour aller, grâce à une isentropique, au point B, qui est constitué de vapeur à la température 75 degrés Celsius et à la pression 10 bars. Ensuite, on passait au point C. Point C, on avait dit liquide saturant à 25 degrés Celsius et 10 bars. On passait de l'une à l'autre par une isobar. Ensuite, pour aller de C à D, on avait une isenthalpique donc qui permettait de passer au point D où on avait présence d'un binaire, donc d'un mélange liquide-vapeur à moins 10 degrés Celsius et à 2,9 bars. Pour revenir au point A par une isotherme et isobar. Donc là, on a représenté le cycle en essayant de condenser toutes les informations disponibles. Alors derrière, ce qu'on va faire, eh bien, on va simplement appliquer le premier principe industriel. Alors que nous dit ce premier principe industriel? Eh bien, il va nous dire que sur la transformation BC, delta H de B à C, eh bien, vaut le transfert thermique avec la source chaude, qui vaudra l'enthalpie massique en C moins l'enthalpie massique en B. Je mesure HC et HB, donc je reviens sur le graphique et je me reporte sur l'axe représentatif des enthalpies ici. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens directement que ici, je vais avoir delta HBC qui vaudra QC, qui vaudra 310 moins 1620. Donc qui vaudra moins 1310 kJ par kilogramme. Et donc vous voyez comme ça, de cette manière, je peux, grâce au premier principe et à des mesures graphiques, eh bien, trouver tous les échanges énergétiques entre le système et l'extérieur. Je me focalise sur la transformation dA. Donc delta HdA, ça vaudra QF. Et QF, ici, ça vaudra HA moins HD. Et donc là, si je fais l'application numérique, eh bien j'ai que QF, ce sera moins 310 plus 1450.
Donc QF qui vaudra 1140 kJ par kilogramme. Ici, je retrouve des résultats cohérents, dans le sens où j'ai bien QF qui est supérieur à 0, QC qui est inférieur à 0. Donc je cède de l'énergie thermique à la source chaude et je capte de l'énergie thermique au niveau de la source froide. Et donc pour trouver W, eh bien, il va suffire derrière d'appliquer le premier principe sur un cycle complet. Je sais que ΔH massique vaudra QC massique plus QF massique plus petit w. Donc, je vais obtenir que W vaudra moins QF moins QC. W égale moins QF moins QC. Je vais obtenir que petit w eh bien, vaudra 170 kJ par kilogramme. Alors je peux retrouver ce résultat très simplement, autrement, en utilisant la transformation associée au travail, donc la transformation de A à B. Sur AB, je vais avoir ΔH AB qui vaudra petit w, qui vaudra HB moins HA, HB moins HA. Ici, vous voyez, je peux faire la différence qui se situe ici, et je vais trouver 180 kJ par kilogramme. Donc l'écart est finalement assez faible, que je prenne l'une ou l'autre des méthodes. J'ai un écart relatif d'à peu près 5% entre les deux mesures. Donc c'est normal qu'il y ait des écarts. Hein. Je suis sur de la résolution graphique. Et vu que les graphes ici ne sont pas ultra précis, eh bien je ne peux pas entre guillemets faire. Alors, une fois que j'ai déterminé donc tous les échanges, eh bien je peux déterminer l'efficacité du cycle. Et donc ici au niveau de l'efficacité, eh bien je vais avoir E qui vaut pour un réfrigérateur QF sur W. Ça c'est par définition de l'efficacité. J'ai l'énergie utile, le transfert que je veux réaliser, sur l'énergie consommée. Et donc ici je vais obtenir 1140 sur 170. 1140 sur 170, ce qui va me faire 6,71 d'efficacité. Donc ici, eh bien finalement, j'ai réussi à répondre à la question. J'ai trouvé l'efficacité du réfrigérateur grâce au diagramme pH, ou diagramme des frigoristes, ou diagramme de Mollier, fourni ici. Donc vous voyez ce diagramme, il faut réussir à bien comprendre toutes les données qui sont présentes pour pouvoir l'exploiter de la manière la plus complète possible. Donc là, par exemple, ce qu'on pourrait faire en plus, c'est déterminer la composition du système sur ce point. Donc là, il suffirait de remonter les isotitres pour savoir qu'on a à peu près 12% de vapeur. Il va me rester maintenant à comparer à l'efficacité de Carnot l'efficacité réelle. Alors, que me dit l'efficacité de Carnot ici? Eh bien, j'ai l'efficacité de Carnot, je prends directement la formule, parce que c'est le genre de formule qu'il est utile de connaître. TF sur TC moins TF, pour un réfrigérateur. Alors, derrière, le tout, c'est de choisir maintenant les bonnes données. L'efficacité de Carnot, donc j'ai la température de la source froide
Et ici, je vois que la température intérieure du réfrigérateur est à 273 Kelvin. Et ici, on me dit que l'extérieur du réfrigérateur est à 298 Kelvin. Donc, comme j'ai l'extérieur du réfrigérateur qui est à 298 et l'intérieur à 273, je sais que c'est ces deux données-là que je vais exploiter. En effet, c'est les deux thermostats qui sont au contact du système. Donc là, je ne vais pas forcément prendre les températures extrêmes observées sur le cycle, ce serait une erreur, parce que les transformations doivent pouvoir créer le transfert thermique entre les sources et le fluide. Donc si je veux larguer de l'énergie au niveau de la source chaude, il faut que le fluide ait une température qui dépasse la température de la source chaude. Si je veux capter de l'énergie au niveau de la source froide, il faut que le fluide ait une température inférieure à la température de la source froide. D'où le fait que les températures extrêmes soient à 263 Kelvin, par exemple, pour le fluide, lorsqu'il atteint sa température la plus basse. Et donc ici, j'obtiens bien une efficacité de Carnot à 10,9. Donc chose cohérente, on voit bien que l'efficacité de Carnot est supérieure à l'efficacité réelle calculée. Donc l'exercice ici, vous voyez, ne nécessite pas beaucoup d'écriture. Il se résout relativement vite. Mais pour se résoudre relativement vite, eh bien, il faut avoir lu le texte attentivement, avoir bien compris ce que signifie chaque donnée sur le diagramme de Mollier ou diagramme des frigoristes. Donc si vous voulez une explication un petit peu moins gribouillée de toutes les données présentes sur le diagramme des frigoristes, je vous invite à regarder le lien vers la vidéo qui est présente, qui présente de manière un petit peu plus pragmatique toutes les données présentes. Sur ce, donc, cet exercice ici boucle la thermodynamique en tant que telle. Donc souvent les exercices dans les sujets décrits vont vous présenter des diagrammes qu'il va falloir exploiter de manière assez complète. Donc il faut s'entraîner déjà à refaire cet exemple et à refaire les exemples du TD qui mettent en jeu aussi des diagrammes. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.